Alors, le XIXe siècle fut globalement hostile à Rousseau. Les études faites sur le sujet, notamment les travaux de Raymond Trousson, ne permettent pas d'en douter. Dans ce discrédit général, ou tout au moins cette réserve qui pèse sur l'œuvre de Rousseau, le cas des Confessions me semble particulièrement intéressant car il souligne l'ambiguïté de la position des écrivains romantiques face à un auteur qu'ils ne peuvent s'empêcher d'admirer, avec lequel ils ressentent de profondes affinités, mais qu'ils ne présentent pas volontiers comme un modèle et dont ils dénoncent invariablement les faiblesses. En outre, les Confessions présentent cette particularité notable d'avoir suscité chez les écrivains parmi les plus connus du XIXe siècle des commentaires radicalement opposés selon la période à laquelle ils l'évoquent, ce qui témoigne de la persistante étrangeté de l'œuvre à laquelle s'étaient déjà heurtés les contemporains de Rousseau. En effet, les Confessions demeurent une référence incontournable pour les écrivains du siècle de l'intime, mais si dans un premier mouvement, la plupart d'entre eux déclarent avoir lu cet ouvrage avec passion, nombreux sont ceux qui reviennent sur leur engouement premier et manifestent envers lui d'invincibles réticences. Après 1830, il devient ainsi bien difficile de trouver un écrivain qui n'ait pas pris ses distances avec celui qui fut pourtant maintes fois présenté comme le précurseur du romantisme. Alors je tenterai ici d'éclairer cette ambivalence et ce retournement perceptible dans les commentaires des écrivains et de comprendre en quoi ceux-ci, donc ces commentaires, peuvent apparaître comme révélateurs d'un contexte littéraire marqué par de profondes mutations. Alors il est frappant de constater que des écrivains comme Chateaubriand, Lamartine, Stendhal, Balzac ou Flaubert sont passés de l'expression d'une lecture passionnée et enflammée des Confessions, souvent rapportées dans leur correspondance, à une représentation pour le moins ambiguë de l'œuvre, quand ce n'est pas franchement hostile. Alors je ne pourrais détailler ici toutes les étapes de ces évolutions qui ont souvent été par ailleurs étudiées dans des monographies. Soulignons simplement que l'image des Confessions change au cours des années 1830-1840. Si les écrivains romantiques persistent encore bien souvent, et parfois malgré eux, à se reconnaître héritiers de Rousseau, nous retrouvons à cette période bon nombre de reproches formulés dès le XVIIIe siècle à l'encontre des Confessions. Rares sont les écrivains qui évitent ainsi le cliché d'un Rousseau malade, fou, bourru, présent jusque dans les textes de George Sand ou de Nerval, que l'on ne saurait pourtant accuser de parti pris. Les écrivains romantiques reprennent également les accusations d'impudeur qui pèsent sur les Confessions, dénoncent à leur tour l'attitude de Rousseau vis-à-vis de Madame de Warens, soulignent son orgueil, l'aspect narcissique et paranoïaque de son entreprise. Alors accusé de charlatanisme, selon l'expression de Stendhal, et de complaisance narcissique, l'écrivain est également blâmé pour le caractère affecté de son écriture. Je reviendrai sur ce point. Ces évolutions parallèles et cette mise à distance d'un texte fondateur qui devient, dans les années 1830-1840, un véritable lieu commun, s'expliquent certainement en partie par la nécessité, notamment pour les auteurs de textes autobiographiques, de trouver leur propre place dans le paysage littéraire en se démarquant d'un prédécesseur trop illustre. Il s'agit peut-être de tuer le père, ce phénomène en tout cas est bien connu, mais il me semble que le contexte littéraire éclaire cette évolution de façon plus spécifique. Tout au long du XIXe siècle, les représentations du XVIIIe siècle évoluent de façon très, très importante. Les premières années du XIXe, hantées par la Révolution française et marquées par le souhait pressant de voir correspondre à une société nouvelle un art nouveau, offrent majoritairement l'image stéréotypée d'un siècle des Lumières, analytique, subversif et athée, peu séduisant aux yeux d'une génération qui voyait en ses vertus les gerbes de la Révolution française et l'anéantissement de toute pensée poétique. Cette image schématique permet en outre aux écrivains romantiques de formuler par contraste leurs propres aspirations et de célébrer l'originalité et la grandeur de leur art. Si Rousseau, philosophe, est alors violemment condamné, l'auteur des Confessions, en dépit de certaines faiblesses dénoncées dans son œuvre, est majoritairement salué comme le représentant d'une sensibilité d'autant plus mise en valeur qu'elle permet de dénoncer le contexte hostile qu'il a vu naître. Rousseau symbolise alors, selon un antagonisme mis en œuvre de son vivant, la lutte contre les encyclopédistes et contre une littérature abandonnée des muses.
Rapproché de Bernardin de Saint-Pierre autour des notions de nature, de sentiments religieux, d'émotions de l'âme, Jean-Jacques devient poète en prose. Telles sont les simplifications et les trahisons, note Jean Roussel, au prix desquelles Rousseau est totalement séparé de son siècle, et le romantisme, du même coup, préservé de toute influence philosophique ou classique. C'est ainsi, par exemple, que l'on voit Chateaubriand, dans l'essai sur les révolutions, isoler la figure de Rousseau de l'ensemble d'un XVIIIe siècle, réduit à l'aspect analytique et destructeur de sa pensée. Il ne s'agit d'ailleurs pas tant d'accepter sans restriction son influence que de reconnaître dans son œuvre les signes annonciateurs d'une esthétique romantique qui peine encore, à cette époque, à se définir. Sous la monarchie de Juillet et le Second Empire, le rejet du XVIIIe siècle se fait encore vivement sentir. Le ton général, cependant, n'est plus celui qui se faisait entendre au début du XIXe siècle, et tout particulièrement sous la Restauration. Une nouvelle génération d'écrivains, qui n'a pas vécu sous l'Ancien Régime et n'a pas directement connu les troubles révolutionnaires, arrive sur la scène littéraire. La diversité des régimes qui se sont succédés depuis 1789 semble avoir précipité le cours de l'histoire et les Lumières paraissent plus lointaines. Enfin, le regard que le XIXe siècle porte sur lui-même a changé. Il n'apparaît plus autour de 1830 aux contemporains comme un siècle porteur de promesses et de nouveautés, mais se révèle désespérément bourgeois, matérialiste et prosaïque. À la lumière de ces différents changements, l'évocation du XVIIIe siècle cesse d'engendrer un rejet systématique. Peu à peu s'élabore un nouveau rapport au passé et se redéfinissent les fondements mêmes de l'esthétique romantique. L'opposition entre classicisme et romantisme, qui sous-tendait le rejet du XVIIIe siècle, n'est plus d'actualité. Beaucoup pensent en effet que la victoire romantique est définitivement assurée, et dès lors, le romantisme ne se définit plus comme un mouvement de combat. La figure de Rousseau, symbole du cœur et de la poésie pour une première génération qui se construit contre l'esprit et la sécheresse des Lumières, perd alors de sa force argumentative. Il ne s'agit plus de lutter pour affirmer un mouvement littéraire naissant, mais de trouver sa propre place au sein d'une esthétique dominée par d'incontournables figures et parvenue à l'épuisement déjà de certaines sources de son inspiration. En effet, si le romantisme semble avoir supplanté l'ancienne école, cette prédominance ne va pas sans provoquer, dès 1830, une certaine lassitude. La critique, jamais très favorable au mouvement, lui devient de plus en plus hostile de façon générale. Les écrivains qui occupent désormais les devants de la scène littéraire se désolidarisent en partie des combats menés par ce qu'on appelle les grands lyriques de la Restauration et se tournent vers de nouvelles idoles. Le narcissisme exacerbé, les outrances du style, les invraisemblances provoquent ironie, agacement de la part des écrivains. Alors sans doute Chateaubriand ou Lamartine reçoivent-ils encore des marques d'hommage, enfin certains hommages, mais c'est comme aux illustres représentants d'une esthétique dépassée. L'ingénuité du cœur, les enthousiasmes naïfs, les pures extases, tout ceci est passé de mode, note par exemple Jules Marzan lorsqu'il analyse l'école romantique après 1830. Et l'auteur des Confessions symbolise alors le caractère à la fois désuet et affecté d'un romantisme qui tend à devenir, dans l'esprit de nombreux artistes et critiques, l'école de la morale convenue, des sentiments faux, d'un lyrisme outrancier. Sainte-Beuve en 1825 ou Chateaubriand dès 1823 dénonçaient déjà les possibles dérives du style inspiré de Rousseau. Mais ces restrictions restaient cependant secondaires dans le discours de ces auteurs et dans l'appréciation générale portée par les écrivains du XIXe siècle sur les Confessions. Après 1830, elles passent au premier plan. La conversion de Chateaubriand n'est cependant jamais véritablement prise en compte par les écrivains qui lui succèdent, pour lesquels ce grand mage romantique apparaît toujours comme le parfait élève de Rousseau, selon une expression de Sainte-Beuve dans un article de 1850. Aussi est-ce contre les mémoires d'outre-tombe, tout aussi bien que contre les Confessions, que Stendhal ou George Sand prétendent se situer lorsqu'ils entreprennent leur propre autobiographie, l'un en 1836 et l'autre en 1847. Pour les deux écrivains, et en dépit des affinités profondes, essentielles qui les lient à Rousseau, il s'agit de se démarquer de ces confessions qui restent à leurs yeux un chef-d'œuvre, mais dont ils dénoncent la subjectivité exacerbée, l'intention apologétique trop évidente, l'aspect mensonger de certains passages, l'emphase du style.
Balzac, dans la préface d'Ulysse dans la vallée, le plus autobiographique de ses romans, fait part des mêmes réticences envers l'entreprise de Rousseau, qu'il assimile à une prostitution, et contre le style de l'auteur qualifié de rhéteur. Et lorsque l'année suivante, il entreprend de raconter l'historique du procès auquel a donné lieu le Lys dans la vallée, Balzac prend encore soin, en commençant un récit empreint du moi, selon ses termes, de se distancier des confessions. C'est l'époque où Alfred de Musset confie à Franz Liszt « Je n'ai jamais pu lire les confessions sans dégoût ». Plus tard dans le siècle, Flaubert, estimant que l'art ne peut être considéré comme, je cite, un déversoir à passion, voit dans les épanchements sentimentaux de Rousseau la source d'une écriture du pathos que des écrivains comme Chateaubriand, Lamartine ou Villemain se plaisent à perpétuer, contribuant ainsi à la déliquescence de la littérature moderne. Ne sens-tu pas, écrit-il par exemple à Louise Collet en 1854, que tout se dissout maintenant par le relâchement, par l'élément humide, par les larmes. Il nous faut à tous prendre du fer pour nous faire passer les chloroses gothiques que Rousseau, Chateaubriand et Lamartine nous ont transmises. La passion nous perd tous. Notons pourtant que Lamartine, ici présenté comme l'héritier direct de Rousseau, fait lui-même part d'une certaine réserve à l'égard des confessions et vise certainement cet ouvrage lorsqu'il écrit, en une formule qui n'est pas sans rappeler celle de Flaubert, « La postérité n'est pas l'égout de nos passions ». Donc nous le voyons, le legs de Rousseau, accusé de s'être fourvoyé dans un étalage complaisant du moi, une sensiblerie et des états d'âme pathétiques, semble ainsi dans les années 1850 bien lourd à porter. Signe patent de la dégradation de l'image de Rousseau dans l'imaginaire littéraire du temps, Voltaire regagne du terrain dans les consciences romantiques. À mesure que Rousseau se voit rejeté comme l'initiateur d'une littérature fade et sentimentale, relégué dans les vieilleries rococo, Voltaire, accusé au début du siècle de sécheresse littéraire et de vacuité poétique, se trouve réhabilité comme le garant d'un style vigoureux, clair et concis. C'est ainsi que l'on voit Stendhal, en 1838, appeler le nom de Voltaire comme conjuration aux outrances du style romantique et aux mensonges de l'art dramatique. En 1845, George Sand fait encore de l'auteur de Candide l'antithèse d'un romantisme qui s'est dénaturé sous l'emprise d'un lyrisme sans force. Sa correspondance reflète en particulier son agacement face au style de ses contemporains. Elle écrit par exemple « Quel style, quelle grossièreté, quelle emphase ridicule, quelle langue, quel caractère faux, quelle boursouflure de froide passion, de sensiblerie guindée. Qui pourrait ne pas trouver fade et étriqué le style de Voltaire lorsqu'on fait des phrases de 40 lignes dans lesquelles les qui, les que, les dons résonnent et s'entrelacent à perte de vue et de sens ?» Comme Stendhal ou George Sand, Flaubert oppose le style limpide de Voltaire à la sensibilité romantique, non plus pour louer la nouveauté littéraire du XIXe siècle, comme cela se faisait au début de ce siècle, mais pour en dénoncer les dérives. La langue de Voltaire, qu'il estime impropre à la poésie, présente dans la prose une netteté et une clarté qui s'opposent à la profusion d'épithètes et d'effets de style caractéristiques de l'école de Rousseau. Voltaire a trop d'esprit pour être poète, selon Flaubert, mais son ironie constitue une véritable arme contre l'excès de sentiment. Et comme beaucoup de ses contemporains, Flaubert fait preuve d'un réel enthousiasme à l'égard de Candide, qu'il dit avoir lu 20 fois en 1844 et relire pour la 100e fois en 1875. En 1850, Sainte-Beuve, lui aussi lassé de l'emphase d'un style dont il s'est détaché depuis 1830, exprime également le désir de revenir à la langue du XVIIIe siècle. Je donne une dernière citation. « Si bien des choses étaient déjà gâtées à la fin du XVIIe siècle et pendant tout le XVIIIe, le langage, du moins, y était encore bon. La prose, surtout, s'y retrouvait excellente quand c'était Voltaire et ses proches voisins qui causaient ou qui écrivaient. Je voudrais donc me remettre moi-même tout le premier au régime de ce langage clair, net et courant. » Entre 1830 et 1850, donc, le regard porté sur l'école romantique a changé. L'esthétique réaliste, qui trouve l'une de ses sources dans le rejet de l'épanchement lyrique, c'est encore comme cela qu'il est présenté bien souvent dans les études actuelles, se conçoit en partie comme un retour au siècle des Lumières, tant honni des premiers romantiques. Alors, les nouvelles exigences esthétiques, précisées par le biais de référence au XVIIIe siècle, en particulier à Voltaire, comme je viens de le voir, bousculent les lois de l'autobiographie,
L'heure n'est pas encore venue de stigmatiser la littérature personnelle, comme le feront les anti-romantiques après 1850, mais les écrivains répugnent à pratiquer l'écriture de soi si cette démarche implique la fascination narcissique à l'égard de son personnage et l'usage d'un style grandiloquent. Alors il me resterait à aborder plus précisément justement la façon dont l'autobiographie évolue face à ces nouvelles exigences esthétiques. Pour résumer, je conclurai simplement en disant que la réception des confessions à travers le discours mis en place dans les correspondances d'écrivains ou les préfaces et préambules qui accompagnent leurs autobiographies se montre profondément révélatrice des préoccupations artistiques et idéologiques d'écrivains qui ne sont plus entièrement romantiques, tout en n'étant pas tout à fait réalistes. Merci.